Que se passe-t-il en Europe? Je suis sûr que vous êtes au courant de l'affaire du colonel Jacobo. Il lui impose des sanctions parce qu'il n'aime pas ce qu'il dit. En ce qui concerne le conflit en Ukraine, ils veulent le réduire au silence. Et vous vous souvenez de J.D. Vance qui est allé en Europe, disant que l'Europe est en train de devenir une dictature. Ces gens ne sont pas pro-russes, ils sont anti-guerre, ils ne veulent pas de guerre. Ils ne voient aucun avantage à tirer de la guerre en Ukraine pour l'Europe, pour aucun pays européen. Quel est votre avis en particulier sur le cas du colonel Jacobo? C'est l'autoritarisme dans sa forme la plus extrême. C'est l'antithèse de la démocratie. Je veux dire, l'Union européenne se vante d'être, vous savez, le dernier bastion de la démocratie, affirmant qu'elle est même meilleure que les États-Unis, qu'elle garantit la liberté d'expression, qu'elle défend les libertés. Mais c'est exactement le contraire. Ce sont des sociétés oppressives qui répriment la liberté d'expression à tous les niveaux, n'est-ce pas? L'Union européenne est une construction artificielle qui est l'antithèse de la souveraineté. Elle cherche à donner vie à un monstre de Frankenstein, un amalgame de nations et de cultures européennes qui ne représentent rien d'autre que l'oppression, parce qu'elles n'ont aucune valeur fondamentale. Elles sont là pour donner du pouvoir. Je veux dire, littéralement, l'Union européenne existe pour donner du pouvoir à des élites politiques et économiques privilégiées. Elle a été créée par elles, pour elles, en leur nom. C'est tout. Elles ne sont pas là pour promouvoir des valeurs. Elles ne sont pas là pour aider les populations. Elles sont là pour s'enrichir elles-mêmes et enrichir leurs partisans. Et vous savez, la guerre en Ukraine est devenue un instrument de maintien pour ces élites politiques et économiques. Quiconque ose proposer un récit, surtout un récit fondé sur des faits européens, plutôt que russes, comme l'a fait le colonel Jacobo, est attaqué. Il se contente d'utiliser la vérité telle qu'elle est reconnue par les Européens. Il n'y a pas un seul fait dans ces écrits qui soit contesté aujourd'hui. C'est simplement la manière dont il relie les points qui met en lumière les mensonges et l'hypocrisie de l'élite européenne. Et donc, ils l'ont réduit au silence. Écoutez, j'avais été invité à aller en Europe en mars pour promouvoir mon nouveau livre, qui est publié dans plusieurs langues européennes. Je n'y vais pas, parce que franchement, il m'arrêterait. Et je n'ai tout simplement pas envie de subir ce harcèlement. Je n'ai pas peur de ces gens, mais ma fille va avoir un bébé. Je veux être à la maison pour eux, plutôt que de me battre dans une stupide affaire judiciaire devant un tribunal européen. L'Europe est un endroit qu'on ne peut pas visiter, n'est-ce pas? Si vous êtes américain, ne visitez pas l'Europe, parce qu'ils ne croient pas à la liberté d'expression. Ils n'ont pas les valeurs américaines. C'est tout le contraire. Et en ce moment, ils se retournent contre l'Amérique. Je veux dire, ils conspirent activement d'une manière qui nuit à la sécurité nationale des États-Unis. L'Europe est l'ennemi. Donald Trump a eu raison de le souligner dans sa stratégie de sécurité nationale. Je veux dire, l'Europe se dirige vers l'effacement de sa civilisation, car il n'existe plus de civilisation européenne. L'Union européenne n'est pas une civilisation, c'est une dictature sous un autre nom. Ils agissent contre nos intérêts. Ils encouragent la guerre. Ils enfreignent la loi et la réinventent, essayant de voler la richesse souveraine de la Russie. Il n'y a aucune justification juridique à ce qu'ils font. Ils affirment simplement que c'est bon pour l'Europe, et donc ils inventent différentes variantes d'un même thème, la taxation sans représentation, promouvant encore une fois tout ce qu'ils prétendent ne pas défendre. Je ne peux pas aller en Europe. Je pense que tu aurais des ennuis à aller en Europe après certaines des choses que... Tu sais, tu me donnes une tribune, donc tu es automatiquement coupable. Tu vas en enfer. C'est tout simplement ridicule. C'est une parodie. Je veux dire,
C'est grave. Ils sont tellement stupides qu'ils pensent que nous ne connaissons pas l'histoire. Ils sont en train de réinventer la Seconde Guerre mondiale en ce moment, en prétendant que la Russie n'a pas joué de rôle dans la défaite de l'Allemagne nazie. Je veux dire, Kaja Kallas est une honte colossale pour l'humanité. Elle est juste au-delà de sa stupidité, dépasse l'entendement. Et puis tu as Sikorski, le ministre polonais des Affaires étrangères, qui veut faire croire que la Pologne est l'ami de l'Ukraine. Étudie donc ton fichu passé. Je le connais, apparemment mieux que toi. Je sais par exemple que la Pologne a réprimé l'indépendance de l'Ukraine occidentale lors du conflit polono-ukrainien de 1918 à 1919. Puis, pendant le conflit polono-soviétique de 1919 à 1921, elle a détruit l'indépendance ukrainienne. La Pologne déteste l'Ukraine. Étudie l'histoire de la Pologne. Tu sais, je ne vais pas justifier ce que les Ukrainiens ont fait en Volhynie en 1943. Cela ne peut pas être justifié. Mais il faut comprendre qu'il y avait un profond ressentiment au sein de la population ukrainienne face à l'arrogance et à l'élitisme des Polonais, qui traitaient les Ukrainiens comme des moins que rien, parce que la Pologne n'a jamais cru en l'Ukraine et n'y croit toujours pas aujourd'hui. Ils ont été détournés par ces mondialistes, ces élites européennes, qui adhèrent à cette fausse idée de « eh bien, je pense qu'au bout du compte, une fois que l'Union européenne se sera effondrée et que les archives seront ouvertes, on découvrira que l'UOPRE, en tant que construction, était l'une des institutions les plus fondamentalement corrompues de la planète. Il n'y a aucun système de frein et contrepoids. Ils sont littéralement une loi à eux seuls. Et les personnes qu'ils investissent politiquement font simplement ce qu'elles veulent. Vous savez, ils commencent à s'intéresser à l'ancienne ministre des Affaires étrangères. J'ai oublié son nom. Il commence par un M, Margarita ou quelque chose comme ça. Tu sais, elle fait l'objet d'une enquête. Attends qu'ils ouvrent les livres sur Ursula von der Leyen et qu'ils voient ce qu'elle a fait et ce qu'ils font tous. On se moque de l'Ukraine en disant que c'est l'endroit le plus corrompu du monde, mais la corruption engendre la corruption. Et l'Union européenne est elle aussi extraordinairement corrompue. C'est donc une parodie de justice. Je veux dire, c'est en fait une bonne chose que nous voyions la vérité sur l'Union européenne. Ainsi, il n'y a plus de nostalgie pour l'Europe. Ce n'est pas l'Europe de ton grand-père. C'est une nouvelle Europe. Une Europe malade, une Europe gangrenée et une Europe fondamentalement anti-américaine. Et en tant qu'Américain, et je sais qu'il y a des gens, Scott, qui disent « L'Amérique, tu es Scott, tu es un hypocrite. » Va te faire voir. Je me fiche de vous. Ce qui m'importe, c'est ce qui se passe en ce moment. Je comprends mon histoire mieux que toi. Souviens-toi de qui s'est opposé à la guerre en Irak, de qui a dénoncé les États-Unis comme les auteurs d'une guerre d'agression illégale, de qui s'oppose aujourd'hui aux États-Unis en les accusant de se préparer à mener une guerre d'agression illégale similaire au Venezuela. Donc, je connais mon histoire et je connais mon rôle de citoyen. Mais je sais aussi que mon gouvernement s'efforce de réparer les fautes du passé en promouvant la paix avec la Russie. C'est pourquoi nous avons proposé une stratégie de sécurité nationale qui ne définit pas la Russie comme un ennemi ou un adversaire, mais plutôt comme un allié de la stabilité, une force de stabilité, un partenaire pour la stabilité. Assez incroyable, n'est-ce pas? Les deux plus grandes puissances nucléaires du monde, au lieu de se menacer mutuellement d'une annihilation nucléaire potentielle, discutent de la normalisation de leurs relations. Ce que tout le monde devrait souhaiter, sauf apparemment les Européens, qui nous poussent vers un Armageddon nucléaire. Et cela, je le prends très mal. Donc non, l'Europe est l'ennemi. La Russie est l'ami. Et ce qu'ils font à Jacques-Beau est une parodie de justice. Quand vous parlez de l'Europe,
Faites-vous une distinction entre les peuples d'Europe et leurs dirigeants? Ou considérez-vous que l'opinion publique est d'une certaine manière enveloppée dans une sorte de propagande intense? Est-ce pour cela que l'opinion publique n'est pas très critique envers les dirigeants européens? C'est difficile. Écoutez, je sais pertinemment qu'il y a en ce moment des Européens qui ne sont pas d'accord avec les politiques de l'Union européenne. Il y a des Allemands qui désapprouvent ce que fait l'Allemagne. Il y a des Français qui ne sont pas d'accord avec les politiques de Macron et des Britanniques qui ne sont pas d'accord avec les politiques de Starmer. Je sais qu'il y a de bonnes personnes en Europe. Donc, vous savez, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais si vous êtes allemand, comprenez ceci. Vous êtes un État ennemi. Je n'invente rien. C'est dans la Charte des Nations Unies, article 53, article 107. Oh Scott, c'est dépassé. Non, ça ne l'est pas. C'est toujours la loi. Ils n'ont pas modifié la Charte. Eh bien, en 1995, l'Assemblée générale a adopté une résolution disant que c'était caduc, que ces pays étaient désormais respectables. C'était autrefois. Voici maintenant. Les nations changent. Et ce que nous voyons, c'est l'Allemagne et le Japon qui reviennent à des politiques agressives du passé. Je veux dire, l'Allemagne pourrait littéralement reprendre des passages de Mein Kampf et les actualiser. C'est la même chose, la militarisation. Dagmar Osten, vous savez, je veux rappeler aux gens l'Ostplan, le plan Ost, l'extermination systématique des Slaves. Et écoutez la façon dont Merz parle des Russes, la déshumanisation des Russes. Alors, si vous êtes allemand, comprenez ceci. Vous n'avez absolument pas droit à un passe-droit. Vous avez commis des péchés horribles au cours du siècle dernier. 2 fois. En un siècle et demi, vous avez plongé le monde dans des conflits mondiaux, causant la mort de centaines de millions de personnes. Et maintenant, vous vous préparez à recommencer. Je suis désolé. Je suppose qu'il y a de bons Allemands, mais non. Si vous êtes Allemand aujourd'hui et que vous comprenez votre histoire, en comprenant la réécriture du passé nazi qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, en comprenant que des criminels de guerre nazis ont bénéficié d'une impunité accordée par les États-Unis et les Britanniques afin d'être réintégrés dans le but d'affronter l'Union soviétique. Alors, vous savez de quoi je parle. Allez voir le plan Unthinkable, le plan de Winston Churchill, élaboré durant l'été 1945. Il prévoyait de réactiver 10 divisions nazies pour qu'elles rejoignent les Américains et les Britanniques dans une attaque contre les Soviétiques. Nous venions tout juste de planter un pieu dans le cœur de la bête nazie et nous parlions littéralement de réhabiliter 10 divisions de nazis. Après Nuremberg, nous avons en grande partie cessé de poursuivre les généraux. Nous les avons blanchis. Nous avons entrepris tout un processus visant à les présenter sous un jour favorable, en les laissant réécrire leur propre histoire. Tous ces livres allemands fascinants, parus sur la guerre pendant la bataille de Normandie et sur les batailles de chars en Europe de l'Est, passaient sous silence les crimes horribles que ces mêmes généraux, auteurs de ces ouvrages, avaient commis contre les populations des nations occupées. Pourquoi les avons-nous blanchis? Parce que nous avions besoin que les Allemands se dressent contre les Russes. Nous devions être capables de recréer une armée allemande. Nous ne l'avons pas appelée la Wehrmacht. Nous l'avons appelée la Bundeswehr. L'industrie allemande, tous ces industriels qui auraient dû être alignés contre un mur et fusillés, a été autorisé à vivre et à prospérer sans aucune sanction. Et aujourd'hui, ils sont au cœur de la remilitarisation de l'Allemagne. Allemagne, purifie-toi et reconnais que les péchés du passé survivent pour te hanter encore aujourd'hui. Et je dirais la même chose de toute l'Europe. Toute l'Europe doit se regarder en face, longuement et sérieusement.
Parce que bon sang, la dernière fois que j'ai vérifié, presque toute l'Europe était occupée par les nazis. Et chacun de ces États occupés comptait des collaborateurs qui se sont soumis aux nazis. Et je dirais que l'Union européenne, les membres non allemands de l'Union européenne, sont des collaborateurs dans la résurrection du Troisième Reich, qu'on appelle aujourd'hui le Quatrième Reich. Je n'exagère pas, les gens. Lisez donc les déclarations. Scott, tu es fou. Oui, je suis en colère. Et vous devriez l'être aussi. Tout le monde devrait être en colère. Furieux que nous ayons oublié tout ce que nous prétendions défendre. Les Nations Unies étaient censées empêcher précisément les conflits que l'Europe envisage aujourd'hui de promouvoir. Scott, la Russie a envahi l'Ukraine. Encore une fois, tu montres ton ignorance. La Russie n'a pas envahi l'Ukraine. L'Ukraine s'est envahie elle-même, menaçant la population russophone. Et de 2014 à 2022, la Russie a tout fait pour éviter le conflit. Littéralement, elle aurait pu anéantir l'armée ukrainienne en 2015, encerclée à Debaltsev. Mais Poutine ne voulait pas faire cela. Poutine ne voulait pas prendre de territoire ukrainien. Poutine a dit que ces régions devaient faire partie de l'Ukraine, mais que les Ukrainiens devaient respecter les droits légitimes de la population russophone. L'Allemagne, la France et le président de l'Ukraine ont dit « D'accord, épargnez la vie de nos soldats et nous ferons tout cela ». Mais maintenant, ils admettent que c'était une mascarade. Ils ont menti. Vous oubliez les mensonges qui ont été racontés par les Allemands, par Angela Merkel, par François Hollande, par Petro Poroshenko. Ils disaient « Non, non, nous allons faire ce truc de Minsk ». Mais en secret, ils disaient « Non, non, nous gagnons juste du temps. Nous ne le ferons jamais ». Et pourquoi cherchait-il à gagner du temps? Pour reconstruire l'armée ukrainienne selon les normes de l'OTAN. Pour faire partie d'une présence élargie de l'OTAN visant la défaite stratégique de la Russie, l'effondrement de la Russie, la division de la Russie. Je veux dire, Kaja Kallas a au moins l'honnêteté de dire quels sont ses objectifs. Démanteler la Russie. Cela a toujours été le but de ces élites européennes. Et vous êtes là à dire, eh bien, c'est la faute des Russes. Les gars, vous avez de la chance que les Russes soient patients. Parce que si la Russie était les États-Unis, nous aurions déjà rayé l'Europe de la carte. Parce que l'Europe mérite d'être rayée de la carte pour ce qu'elle fait. Donc oui, je suis un peu en colère et je blâme la population européenne. Les gars, révolution. Ok, révolution ou culpabilité. Il n'y a pas de place pour le bon allemand des années 1930 et 1940. Vous savez, ceux qui allaient simplement travailler, faisaient leur boulot, payaient leurs impôts et ne s'impliquaient pas politiquement. Ils cultivaient la nourriture qui nourrissait les nazis, allaient à des emplois qui produisaient l'équipement soutenant l'armée nazie. Tous les citoyens européens d'aujourd'hui qui vont travailler, gagnent un salaire et paient des impôts. Vous soutenez tout cela. Pourquoi ne pas prendre exemple, au moins, sur les agriculteurs? Sortez dans les foutues rues, répandez de la merde sur les bâtiments de l'élite politique française et dites simplement que vous n'allez plus le tolérer. C'est ce qu'un bon Européen ferait. Mais vous ne le faites pas, n'est-ce pas? L'Europe se prépare-t-elle à combattre la Russie en 2029 ou en 2030? Avant d'en venir à cette question, voici ce qu'a déclaré le chef de la défense du Royaume-Uni, Scott. Le bilan de la Russie montre la volonté de Poutine de cibler les États voisins, y compris leurs enfants et leur population civile. La direction russe a clairement indiqué qu'elle souhaitait défier, limiter, diviser et en fin de compte, détruire l'OTAN. Une nouvelle ère pour la défense ne signifie pas seulement que notre armée et notre gouvernement se mobilisent, comme c'est le cas, mais que notre nation tout entière se mobilise. Et pour y parvenir, nous devons contribuer au débat national et porter ces questions sur la place publique, tout comme nos alliés le font dans de nombreux pays à travers le monde.
Que prépare-t-il pour le conflit en Ukraine? Voyez-vous une escalade? Et dans quelle mesure le Royaume-Uni, par exemple, est-il capable d'aller dans cette direction? Eh bien, ils sont dirigés par ce monsieur qui n'a sur la poitrine que des médailles du jubilé. Il n'a jamais vu le combat, il ne sait pas ce qu'est le combat. Je ne pense pas qu'il ait jamais été déployé en dehors du Royaume-Uni. Il a toujours été un homme de l'arrière, d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, il est là à parler le langage de la guerre. Il a à peu près autant de crédibilité que mon petit doigt. Mon petit doigt a vu plus de guerres que lui. Donc non. Comprenez que sa présentation a eu lieu en même temps que celle de Blaise. Son nom de famille commence par un M, d'origine géorgienne. Son grand-père était un horrible criminel de guerre nazi, un Ukrainien qui a commis des crimes atroces. Il est probablement mort, espérons-le en hurlant et en souffrant. En 1944, lorsque les Russes ont lancé leur contre-attaque, repoussant les forces nazies hors de ce qui restait de la Biélorussie. Mais nous n'en savons rien. Espérons qu'il est mort. Je veux dire, probablement mort, mais espérons qu'il est mort à ce moment-là. Mais, vous savez, elle a survécu. Elle affirme qu'elle ne l'a jamais connu. Et tout ça. Mais si vous avez eu affaire à la diaspora ukrainienne comme moi, vous comprenez, ils n'oublient jamais leur passé. Ils célèbrent leur passé. Et vous savez, Blaise a fait une présentation le même jour. Demandez-vous pourquoi le chef de la défense et le chef du renseignement, ceux qui mettent en œuvre la politique, font cela. Ils ne définissent pas la politique. Ils ne font pas de politique. Alors pourquoi sont-ils là à en faire, à proposer des politiques? C'est une opération d'information. Le Royaume-Uni ne peut pas faire la guerre à la Russie. Littéralement, ils ne le peuvent pas. Ils n'ont rien. Zéro. Et Blaise dirige une organisation qui pratique la guerre hybride. Je veux dire, l'hypocrisie de cette femme, sachant ce que les Britanniques font aujourd'hui en Ukraine, sachant comment les Britanniques ont donné aux forces spéciales et aux services de renseignement ukrainiens les moyens de mener des actes de terrorisme contre la Russie et désormais contre le monde entier. Vous savez, l'attaque de drones qui a eu lieu en Méditerranée, ce sont les Britanniques qui l'ont faite. Les attaques de drones qui ont lieu en mer Noire, ce sont les Britanniques qui les mènent. Les Russes le savent. Opération Paperclip, ou peu importe comment ils l'appellent. Pas Paperclip. L'opération de drone qui a eu lieu en Ukraine en juin, tu sais. Celle lancée depuis des camions. Des opérations conçues par les Britanniques. Soutenues par les Britanniques. Donc tu vois, elle est là à dire que les Russes mènent une guerre hybride. Non, Blaise, c'est vous qui menez une guerre hybride. Mais pourquoi parle-t-il? Parce que c'est une opération d'information. Il s'agit de créer des perceptions. Et qu'essaie-t-il d'accomplir? Encore une fois, je le dis en tant qu'Américain pleinement conscient de ce que les Britanniques essayent de faire. Ils sont désespérés à l'idée d'empêcher Donald Trump de mettre en œuvre sa stratégie de sécurité nationale. Ils font tout leur possible pour maintenir l'Ukraine dans le combat. Ils ont besoin que l'Ukraine soit durable et viable jusqu'aux élections de mi-mandat. Ils essayent de tenir jusqu'à ce que Donald Trump soit écarté et ils interviennent activement dans la politique intérieure américaine. Je veux dire, on s'assoit là en disant « Oh, les Russes ont fait ceci, les Russes ont fait cela ». Les Russes n'ont rien fait, nous le savons maintenant. Mais les Britanniques, oui, les Européens aussi, en ce moment même. Ils sont ici aux États-Unis, distribuant de l'argent, achetant des alliés politiques. Et leur objectif est de susciter suffisamment d'opposition à Donald Trump pour que ses projets soient bloqués par un Congrès démocrate, qui répétera alors ce qui s'est passé au précédent mandat, chercher à l'impeacher encore et encore pour paralyser Trump. C'est ce qui se passe ici. Les Britanniques ne vont pas entrer en guerre avec la Russie, parce qu'ils ne peuvent pas entrer en guerre avec la Russie.
L'OTAN est en train de se dissoudre sous nos yeux, littéralement en train de se désagréger. Elle est fondamentalement brisée. Ils ne ressusciteront jamais cette bête. Ce ne sera pas un Lazare, relevé d'entre les morts par la touche magique de Mark Rutte. L'OTAN, c'est fini. Ils n'essayent pas de sauver l'OTAN. Ils utilisent la perception d'une OTAN ressuscitée pour créer un élan politique qui les portera jusqu'à l'été 2026, à travers la saison absurde de la politique américaine, en espérant accomplir un miracle et finir par paralyser Donald Trump politiquement, en donnant aux démocrates le pouvoir de contrôler au moins une chambre du Congrès. Voilà ce qui se passe ici. Je pense que tout le plan des Européens en ce moment consiste à tenir plus longtemps que, tu sais, l'administration Trump. Ils savent qu'avec l'administration Trump, ils ne peuvent pas atteindre ce qu'ils ont en tête en matière de poursuite du conflit. C'est, tu sais, quelque chose que Zelensky a d'ailleurs dit hier. Voici ce qu'il a dit, Scott. Les États-Unis ont leur politique. Ils ne nous voient pas dans l'OTAN pour l'instant. Tout dans nos vies est pour l'instant. Peut-être que cette position changera à l'avenir. Peut-être que quelqu'un finira par comprendre qu'une armée ukrainienne forte renforce l'OTAN et non l'inverse. Les politiciens changent. Certains vivent, d'autres meurent. C'est la vie. Tu sais, je ne pense pas que ces mots soient vraiment ceux de Zelensky. Non, ce sont des mots britanniques. Ils ont été écrits par le MI6. Ils ont été écrits par Blaze. Nous savons qui écrit ces mots. Il vient de menacer le président américain. Si j'étais le président des États-Unis, cet homme serait déjà mort. Je l'aurais tué. On ne menace pas le président des États-Unis, surtout pas ce petit type arrogant. Mais vous savez, j'espère que Trump fait ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est détruire cette pathétique excuse d'être humain, éliminer son régime corrompu et remettre l'Ukraine sur la bonne voie pour qu'elle ne puisse plus jamais favoriser ce genre de désordre mondial. Parce que l'Ukraine est aujourd'hui la force la plus déstabilisatrice au monde, encore plus qu'Israël. L'Ukraine fait tout son possible pour créer les conditions qui pourraient mener à une guerre nucléaire. Elle perturbe le contrôle des armements. Il perturbe la sécurité et la stabilité européenne. Il perturbe l'économie mondiale. Je veux dire, à cause de l'Ukraine, l'Union européenne menace de démanteler tout le système qui soutient le commerce entre les nations. Pourquoi? Ce petit pays pathétique d'Ukrainiens de l'Ouest, gouverné par des nationalistes ukrainiens de l'Ouest, qui n'existent que pour tuer ceux qui ne le sont pas. Relisez les déclarations faites par Stepan Bandera devant un tribunal polonais après son arrestation et son procès pour le meurtre d'un procureur polonais. Lorsqu'il parlait de la volonté de commettre des millions de meurtres si cela leur permettait d'obtenir un État ukrainien occidental. C'est un nationalisme extrême et il existe encore aujourd'hui. Écoutez ce que disent les nationalistes ukrainiens à propos de la poursuite de cette guerre, de ce qu'ils sont prêts à faire. Regardez à quel point ils deviennent répandus. Vous savez, cette guerre a engendré beaucoup de radicalisme. Nous avons vu Azov passer d'un bataillon à un régiment, puis à une brigade, à un corps, et maintenant à plusieurs corps. Je veux dire, ils représentent littéralement environ un tiers de l'armée ukrainienne. Les combattants les plus loyaux et les plus fanatiques se trouvent dans ces unités nazies qui sont devenues le cœur et l'âme de l'armée ukrainienne. Et les gens doivent comprendre que lorsque les Ukrainiens perdront, et ils perdront, et lorsque l'armée ukrainienne s'effondrera, et elle s'effondrera, Zaloujny l'a laissé entendre. Il y aura une guerre civile en Ukraine, car ces nazis ne se laisseront pas désarmer. Donc, il y aura une guerre civile. Voilà où nous en sommes aujourd'hui.